Être interrompu n'est pas un manque de courtoisie, c'est une façon de perdre du terrain. Chaque fois que quelqu'un coupe tes paroles, il te dit sans le dire que ce que tu dis n'est pas si important. Et si tu le permets, tu finis par éduquer les autres à t'ignorer. L'autorité dans une conversation ne se gagne pas en parlant plus fort ou en élevant la voix. Elle se gagne en démontrant que ta présence mérite le silence. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils pensent qu'il s'agit de concourir pour voir qui parle le plus vite ou qui crie le plus fort. Alors qu'en réalité, il s'agit de contrôler l'espace, de faire en sorte que chaque mot ait suffisamment de poids pour arrêter quiconque essaie de passer par-dessus. Récupérer cette autorité n'est pas un caprice, c'est une nécessité si tu veux que ta voix cesse d'être un bruit parmi la foule. Les stoïciens l'ont bien dit, le respect ne se demande pas, il s'incarne. Sénèque avertissait que celui qui perd le contrôle de ses émotions perd le contrôle de la situation. Et Épictète insistait sur le fait que seul celui qui maîtrise d'abord son caractère domine le dialogue. Si tu ne sais pas garder ton calme et soutenir ton regard, les mots justes ne serviront à rien. Dans cette vidéo, tu vas découvrir que le problème n'est pas les gens qui interrompent, mais la façon dont tu as permis qu'ils le fassent. Tu apprendras que des phrases simples comme « écoute »,« important » et « maintenant » peuvent réclamer l'attention sans avoir besoin de crier. Et que cesser de dire « je suis désolé » quand il n'y a rien à excuser est le premier pas pour récupérer le respect que tu as cédé sans t'en rendre compte. Ici, nous ne parlerons pas de plaire, mais de t'imposer avec dignité, en utilisant le pouvoir des mots pour que plus jamais on ne te prenne l'espace qui t'appartient. 1. Écoute, arrête le bruit et réclame l'attention. Une rivière tumultueuse fait plus de bruit qu'un lac profond, mais c'est le lac qui reflète clairement le ciel. Il en va de même pour les conversations. Ceux qui interrompent le plus sont souvent ceux qui soutiennent le moins le poids de leurs paroles. Ils ne font qu'agiter l'air avec du bruit. Si tu veux retrouver ton autorité, tu dois devenir le lac qui oblige tout le monde à s'arrêter et à regarder sa surface. Le mot « écoute » est cette pause, ce mur invisible qui sépare le bruit de la véritable attention. Lorsque quelqu'un t'interrompt, il ne fait pas que briser ta phrase, il brise le fil de ta présence. L'erreur que beaucoup commettent est de continuer à parler par-dessus, en augmentant le volume dans une tentative d'être entendu. Ce qu'ils réussissent à faire, c'est à perdre encore plus le contrôle, car celui qui crie montre du désespoir. Un stoïcien sait que l'autorité ne se mesure pas en décibels, mais en maîtrise de soi. Dire « écoute » n'est pas une demande, c'est un bref commandement qui coupe la distraction et redirige l'énergie de tous vers toi. La puissance de ce mot réside dans sa simplicité. Tu n'as pas besoin de l'embellir ni de le justifier, il suffit de le prononcer avec une fermeté calme et de maintenir un contact visuel. En le faisant, tu transmets que tu ne te bats pas pour l'attention, tu la revendiques comme quelque chose qui te revient de droit pendant que tu parles. Les stoïciens insistaient sur le fait que le premier acte de maîtrise de soi est de dominer sa langue, et le second, de savoir quand le silence est plus fort que tout argument. Avant de dire « écoute », fais une petite pause. Cette pause augmente l'impact, crée de l'attente et fait que le mot sonne comme un coup sec dans l'air. Marc Aurèle disait qu'un homme ne s'agite pas quand le monde s'agite, parce qu'il sait que sa sérénité est un mur contre le chaos. Appliquer cette idée aux conversations implique de ne pas laisser l'interruption te sortir de ton centre. Utilise « écoute » comme une clé qui ouvre à nouveau l'espace perdu. Si l'autre persiste, ne réponds pas avec colère, garde la même posture ferme, car la répétition sereine du mot, sans élever le ton, désarme celui qui interrompt. Le calme soutenu est un rappel que tu ne demandes pas la permission de parler, tu établis l'ordre. La plupart du temps, le problème ne vient pas des autres, mais de nous, parce que nous cédons le respect en nous taisant au mauvais moment ou en répondant avec nervosité. Retrouver l'autorité commence par entraîner la façon dont nous parlons et la façon dont nous occupons l'espace. Pratique dans des situations quotidiennes. Quand quelqu'un se distrait pendant que tu expliques quelque chose, fais une pause brève, puis prononce « écoute » et continue ta phrase. Ne le fais pas comme une supplication, mais comme si tu marquais le rythme de la conversation.
Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas les actions des autres, seulement nos réactions. C'est pourquoi cette étape ne consiste pas à changer les autres, mais à changer ta présence devant eux. En maîtrisant l'utilisation de ce mot et l'énergie avec laquelle tu le prononces, tu transformes chaque interruption en une opportunité de renforcer ta position. L'autorité n'est pas un titre qui t'est accordé, c'est un état que tu projettes avec ta voix, ton silence et ta confiance. Commence à voir le mot « écoute » comme une encre. Chaque fois que tu l'utilises, tu plantes ta présence dans le sol de la conversation, obligeant ceux qui t'entourent à arrêter leur marée de distraction. Ce n'est pas un geste agressif, c'est une affirmation silencieuse que ta voix compte. Et si tu réussis à maîtriser cette première étape, tu découvriras que la plupart des interruptions ne se répètent pas, car le respect naît de l'habitude de ne pas te le laisser prendre. 2. C'est important. Prioriser ton message sur celui des autres. Dans toute conversation, il y a des hiérarchies invisibles qui se révèlent par la façon dont les gens écoutent. Ce n'est pas la voix la plus forte qui commande, mais celle qui fait que tout le monde se penche légèrement en avant pour ne pas perdre un seul mot. C'est comme être au milieu d'une tempête. Il y a des milliers de gouttes qui frappent le sol, mais seul le tonnerre fait taire tout le monde. Le mot important est ce tonnerre, un rappel qui coupe le bruit et oblige les autres à reconnaître que ce que tu es sur le point de dire mérite attention. L'erreur la plus courante en parlant est de supposer que tout le monde appréciera le message juste parce que tu le prononces. En réalité, les gens sont souvent pris dans leurs propres pensées, attendant leur tour pour répondre ou distraits par ce qu'ils veulent dire ensuite. Si tu ne marques pas le poids de ta voix, tu passeras inaperçu. Dire important n'est pas un ornement. C'est un signal d'alerte qui établit la priorité et change immédiatement le focus. La clé est dans la façon dont tu l'utilises. Il ne s'agit pas de le crier ou de le répéter à chaque phrase, car il perdrait sa force. Il est plus efficace lorsque tu le places juste avant une idée clé et que tu laisses un petit silence après, permettant aux mots de s'installer dans l'air. Ce silence fonctionne comme un crochet qui oblige les autres à regarder dans ta direction. Le respect naît lorsque les mots sont accompagnés de pauses qui démontrent le contrôle, pas l'anxiété. Épictète enseignait que ce n'est pas ce que tu dis, mais comment tu le dis qui révèle ton caractère. Si tu dis « c'est important » avec un ton ferme et posé, tu montres clairement que tu ne cherches pas à rivaliser avec personne, mais que ton message mérite la priorité par sa propre valeur. En le faisant, tu envoies également un signal silencieux de leadership, car les leaders ne mendient pas l'attention. Ils la réclament en montrant la certitude. Le mot « important » est aussi un filtre. Lorsque tu l'utilises, tu montres clairement que tu ne vas pas perdre ton temps dans des conversations superficielles ou des distractions sans sens. Indirectement, tu apprends aux gens à t'écouter avec plus de sérieux parce qu'ils savent que tu ne parleras pas pour rien. Ainsi, peu à peu, tu fais de ta présence un synonyme de pertinence. Cette étape nécessite de l'autocontrôle car elle ne fonctionnera que si tes paroles soutiennent le poids que tu annonces. Si tu appelles important tout, tu finis par affaiblir ta crédibilité. La pratique stoïcienne de la discipline intérieure entre en jeu ici, ne considère comme précieux que ce qui apporte vraiment quelque chose et exprime-le avec économie de mots. Sénèque avertissait que les mots inutiles épuisent l'esprit, et il en va de même pour l'autorité, elle s'érode si elle est dépensée en des affaires triviales. Pour appliquer cette technique au quotidien, commence à observer tes conversations. Chaque fois que tu remarques que tu vas partager une idée essentielle, arrête-toi brièvement, regarde la personne dans les yeux et dis « c'est important » avant d'exposer ton point de vue. Cette pause non seulement capte l'attention, mais te rappelle aussi que ce que tu vas dire doit valoir la peine. De cette façon, tu entraînes ton esprit à parler avec intention au lieu de remplir les silences par habitude. L'autorité véritable ne vient pas de l'imposition de la peur ou de parler au-dessus des autres, mais de marquer clairement ce qui a la priorité. En maîtrisant l'utilisation de ce mot, tu obtiendras non seulement le respect des autres, mais tu affineras aussi ton propre critère sur ce qui mérite d'être dit. Dans un monde saturé de bruit, la voix qui sait quand et pourquoi dire « important » sera toujours écoutée en premier.
3. Maintenant, ramène tout le monde au présent. En évitant les distractions. Le temps est comme du sable qui s'échappe entre les doigts. Et dans les conversations, c'est la même chose. Pendant que tu parles, beaucoup pensent déjà à ce qu'ils vont répondre, au téléphone qui vibre dans leur poche ou aux problèmes qu'ils ont laissés en suspens à la maison. Chaque seconde d'attention qui se dirige vers le passé ou l'avenir est un fil qui rompt le tissu de ton message. Le mot « maintenant » est le fil qui les recoue. C'est le lien qui ramène les gens au présent et les oblige à ancrer leur esprit dans ce qui se passe devant eux. Il n'y a rien de plus frustrant que d'expliquer quelque chose d'important et de voir le regard de l'autre se détourner, comme si ses pensées sortaient de la pièce. Cette déconnexion n'est pas toujours intentionnelle, mais elle mine l'autorité de celui qui parle, car elle montre clairement qu'il ne parvient pas à retenir l'attention. Dire maintenant au bon moment coupe cette fuite invisible à la racine et établit que ce qui suit ne peut pas attendre, qu'il doit être traité sans distraction. Ce mot est puissant parce qu'il éveille l'urgence sans avoir besoin de crier. Il fonctionne comme le son d'un coup sec sur la table qui ramène l'attention même à celui qui était le plus distrait. Cependant, la clé est de l'utiliser avec fermeté et sérénité, non pas avec désespoir. Quand tu dis « écoute ça maintenant » ou « j'ai besoin que tu prêtes attention maintenant », tu ne demandes pas une faveur. Tu fixes une limite de temps qui exige une présence immédiate. Marc Aurèle écrivait que perdre le présent, c'est perdre la vie elle-même, car le passé n'existe plus et l'avenir n'est pas encore arrivé. Appliquer cette idée dans les conversations signifie que la valeur de ton message dépend de ce que tout le monde l'expérimente au moment où tu le partages, pas après, ni au milieu d'autres distractions. Dire maintenant, c'est comme ouvrir une porte et indiquer avec le regard que le moment d'entrée est celui-ci, pas après. Il faut faire attention au ton, car le mot peut sembler agressif s'il est lancé brusquement. Ce que nous cherchons, ce n'est pas d'intimider, mais d'imposer de la clarté. Un stoïcien ne perd pas le contrôle pour obtenir de l'attention. Il la projette avec maîtrise de soi et conviction. Avant d'utiliser « maintenant », fais une courte pause, puis dis le mot avec une voix ferme et posée. Cette combinaison de silence et de précision lui donne plus de poids que n'importe quel cri. Cette étape nécessite du courage, car elle t'oblige à affronter directement la distraction des autres. Il ne suffit pas de vouloir du respect, il faut revendiquer le moment présent sans craindre de déranger. En le faisant, tu ne récupères pas seulement le fil de la conversation, tu éduques aussi ceux qui t'entourent à valoriser l'ici et maintenant comme le terrain où tout se passe. Pour le pratiquer, observe les situations quotidiennes. Lors de réunions où tu remarques que l'attention se disperse, interromps calmement en disant « Revenons à ce qui compte maintenant » ou « Je veux que tout le monde écoute ceci maintenant ». Fais-le sans hâte en soutenant le regard. Cette attitude transforme l'atmosphère, car elle montre que tu es présent et que tu exiges que les autres le soient avec toi. Le stoïcisme enseigne que celui qui maîtrise le présent maîtrise le cours de sa vie. Ce mot est un outil pour te rappeler à toi et aux autres que le pouvoir de ce que tu dis n'existe qu'à l'instant où tu l'exprimes. En apprenant à utiliser « maintenant », tu ne récupères pas seulement l'attention, mais tu redonnes du sens et de l'urgence à chaque conversation, faisant en sorte que tes mots ne se perdent pas dans le bruit qui menace toujours de l'extérieur. 4. Je suis désolé. Montre l'erreur de céder ton pouvoir en l'utilisant. Un pont suspendu semble solide jusqu'à ce que quelqu'un marche sur une planche lâche. Alors tout le pont chancelle. Dans les conversations, cette planche lâche est souvent la phrase « Je suis désolé » utilisée quand elle ne devrait pas l'être. Elle est petite, elle semble inoffensive, mais dès que tu la prononces au mauvais moment, tout le poids de ton autorité se déplace et commence à s'enfoncer. Chaque fois que tu t'excuses pour parler, pour interrompre, pour exprimer ton point de vue, tu cèdes un morceau de terrain et tu enseignes aux autres qu'ils peuvent te marcher dessus sans conséquence. Dire « je suis désolé » est précieux lorsque tu reconnais une véritable erreur, mais quand cela devient un réflexe automatique, cela finit par affaiblir ta voix. Beaucoup de gens commencent leur phrase par un « je suis désolé » par habitude. « Je suis désolé, mais je voulais dire » ou « je suis désolé, puis-je ajouter quelque chose ?» Ils pensent que c'est une marque de politesse.
alors qu'en réalité, c'est un geste de soumission qui invite les autres à interrompre. Cette inclinaison invisible fait que ton message perde sa fermeté avant même de sortir de ta bouche. Le stoïcisme enseigne que le véritable respect naît de vivre avec cohérence et dignité. Il ne s'agit pas de devenir arrogant ou de nier la courtoisie, mais de reconnaître que ta voix mérite d'être présente sans avoir à t'excuser pour exister. Pour retrouver ton autorité, remplace cette habitude par une alternative qui maintient le contrôle de la conversation. Écoute, il y a plus. Cette phrase accomplit deux choses en même temps. Elle reconnaît que tu n'as pas terminé et revendique l'espace qui te revient sans paraître agressive. Par exemple, si quelqu'un essaie d'interrompre alors que tu exposes un argument, au lieu de dire « Je suis désolé, laisse-moi finir », dis calmement « Écoute, il y a plus ». Cette combinaison de fermeté et de sérénité transmet que ta participation n'est pas terminée et que le tour de parole est toujours à toi. Sénèque avertissait qu'il n'y a pas de plus grande faiblesse que de donner le contrôle de ton humeur à d'autres. Chaque fois que tu cèdes avec un « je suis désolé » inutile, tu donnes cette clé. Changer le langage, c'est changer l'attitude intérieure, car la façon dont tu parles reflète la façon dont tu te valorises. Si ta voix tremble d'excuses, ta présence perd du poids. Si ta voix soutient sereinement « écoute, il y a plus », ton message acquiert de la force même avant de le terminer. Pratiquer ce changement nécessite une attention consciente. Commence par t'écouter dans les conversations quotidiennes. Chaque fois que tu ressens l'envie de t'excuser sans raison, arrête-toi et remplace cette phrase par un geste de pause, suivi de la nouvelle réponse. Cela ne reprogramme pas seulement ton langage, mais cela entraîne aussi les autres à respecter tes interventions. L'autorité dans la parole ne consiste pas à dominer les autres, mais à ne pas permettre que ta voix soit reléguée au second plan. Apprendre à laisser derrière soi le « je suis désolé » excessif est une étape cruciale pour reconstruire le respect que tu as peut-être perdu en silence. Avec le temps, tu remarqueras que les interruptions diminuent, parce que ceux qui t'écoutent comprennent que tu ne vas pas céder ton espace de manière involontaire. La puissance de cette leçon réside dans la compréhension que toutes les paroles aimables ne sont pas appropriées en tout temps. La courtoisie ne signifie pas faiblesse, et la fermeté n'est pas synonyme d'agression. En adoptant cette approche, tu transformes non seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi la relation que tu as avec ta propre voix, en la transformant en un instrument qui se tient avec dignité et but. 5. Écoute, il y a plus. Récupère l'espace avec une autorité sereine. Les conversations sont comme un échiquier, chaque mot que tu prononces est une pièce qui avance. Si tu cèdes ton tour avant le temps, tu perds une position stratégique et l'autre joueur contrôle l'échiquier. Écoute, il y a plus, et le mouvement qui récupère cet espace sans avoir à élever la voix ni à provoquer de conflit. C'est le mouvement qui rappelle à tous que ton tour n'est pas terminé et que ce qui suit a encore du poids. Dans le chaos des dialogues quotidiens, il est courant que les gens se coupent par anxiété, enthousiasme ou simple négligence. Souvent, tu laisses la phrase à moitié dite et quelqu'un intervient avec son opinion, pensant que tu as fini. Si tu restes silencieux, tu valides cette interruption et renonces au contrôle de la conversation. En revanche, si tu interviens avec un « écoute, il y a plus », ferme mais calme, tu replaces ta pièce au centre et rétablis l'ordre. Cette technique fonctionne parce qu'elle transmet un message implicite. Tu n'as pas encore fini et ce qui suit mérite de l'attention. C'est une phrase qui ne cherche pas à confronter, mais à rediriger la dynamique vers le respect mutuel. Au lieu de répondre avec colère ou de te sentir déplacé, tu affirmes ta place avec sérénité. Le stoïcisme enseigne que la véritable force se démontre dans l'autocontrôle, pas dans la réaction impulsive. Épictète disait que personne ne peut te blesser si tu ne donnes pas le pouvoir de ta réaction. Et cette leçon s'applique à chaque interruption. Si tu réponds avec agacement, tu donnes ce pouvoir à l'autre. Si tu restes calme et indiques simplement qu'il y a plus à dire, tu montres que le contrôle reste entre tes mains. Écoute, il y a plus,
agit comme un pont qui relie la première partie de ton message à ce qui suit, évitant que le fil de ton argumentation ne se brise. Pour que cette phrase fonctionne, tu dois prendre soin du ton et du langage corporel. Elle ne doit pas sonner comme une supplication ni comme une réprimande, mais comme une affirmation neutre mais ferme. Maintiens un contact visuel, fais une brève pause pour que le silence augmente l'impact et continue ensuite avec ton idée. Cette combinaison de calme et de détermination désarme l'habitude d'interrompre parce qu'elle montre clairement que tu ne te bats pas pour parler, tu exerces ton droit de finir ce que tu as commencé. Il arrive souvent que les gens confondent patience et passivité, mais il y a une grande différence. La patience repose sur la confiance en soi, la passivité sur la peur de déranger. En utilisant « écoute, il y a plus », tu entraînes la patience active, celle qui maintient le contrôle sans tomber dans les confrontations. Avec le temps, ceux qui ont l'habitude d'interrompre apprennent à respecter le rythme de ta voix parce qu'ils perçoivent que tu ne céderas pas l'espace facilement. La pratique exige de la constance. Commence par l'appliquer dans des contextes petits, lors d'une réunion de travail, au milieu d'une conversation avec des amis ou même lors de discussions familiales. Chaque fois que quelqu'un essaie d'intervenir, avant que tu ne finisses, respire, regarde l'interlocuteur et dis « écoute, il y a plus ». L'important est de ne pas permettre que l'interruption brise ton fil de pensée ou diminue le poids de ton message. Sénèque insistait sur le fait que la grandeur de caractère se mesure à la façon dont tu maintiens ta position face à la pression. Récupérer l'espace sans élever la voix est un art que seuls ceux qui entraînent leur tempérament peuvent maîtriser. Cette étape t'aide à renforcer le message que ta voix a une continuité et qu'elle ne s'arrêtera pas par caprice d'autrui. Avec le temps, tu remarqueras que cette simple phrase réduit les interruptions et renforce ta présence. Non pas parce qu'elle inspire la peur, mais parce qu'elle éduque ceux qui t'entourent à attendre que tu aies fini. 6. Calme. Démontre un contrôle sur tes émotions et la situation. Le feu ne détruit pas toujours par la taille des flammes, mais par le vent qui les attise. Dans une conversation, il en va de même. Ce n'est pas le conflit qui te fait perdre ton autorité, mais ta propre réaction lorsque la chaleur monte. Le calme est le mur invisible qui arrête ce vent. Le maintenir ne signifie pas être indifférent ou faible. Cela signifie que personne ne peut te sortir de ton centre, aussi fort qu'ils essaient de te provoquer. Lorsqu'on t'interrompt ou cherche à te défier, la première réaction instinctive est souvent d'élever le ton, de bouger les mains brusquement ou de répondre avec dureté. Chacun de ces gestes est comme ouvrir une fissure par laquelle l'autre vole ton équilibre. La véritable autorité n'est de montrer que tu n'as pas besoin de réagir au rythme des autres, que tu contrôles le tempo de ta propre voix et que ta sérénité n'est pas à vendre. Épictète rappelait que ce n'est pas ce qu'on nous dit qui nous perturbe, mais l'interprétation que nous en faisons. Appliquer cette idée dans les conversations signifie que l'insulte, l'interruption ou le geste dédaigneux n'ont de pouvoir que si tu décides de le leur donner. Le calme te permet de répondre avec clarté, sans laisser l'émotion étouffer ton raisonnement. Celui qui maîtrise ses réactions maîtrise le dialogue, et avec lui, le respect de la salle. Pour démontrer le calme, il ne suffit pas de se taire. Il faut apprendre à utiliser les pauses et la respiration comme outil. Avant de répondre à une interruption, fais une brève pause, regarde la personne avec fermeté et continue à parler d'une voix stable. Cette pause brève est comme ralentir le rythme du combat. Elle oblige l'autre à s'adapter à ton rythme plutôt qu'à te traîner au sien. Sénèque avertissait que la colère est l'ennemi le plus dangereux dans les disputes, car elle transforme celui qui la ressent en esclave de son propre élan. C'est pourquoi cultiver le calme est un acte de discipline et de force intérieure. Lorsque les autres perçoivent que tu ne te déranges pas, ils apprennent à mesurer leurs interruptions, car ils comprennent qu'ils ne réussiront pas à te sortir de ton terrain. Le calme se projette aussi par le langage corporel. Maintenir une posture droite, sans mouvement nerveux, avec un regard serein mais ferme, crée un cadre de respect qui n'a pas besoin de mots supplémentaires. Si ta voix est stable et que ton expression reflète l'autocontrôle,
Les autres sentent qu'il y a une limite invisible qu'il ne vaut mieux pas franchir. Pratiquer cette étape nécessite un entraînement conscient. Commence par des situations simples. Lorsque quelqu'un parle par-dessus toi, évite de répondre précipitamment, respire et attends une seconde avant de continuer. Si la conversation devient tendue, ralentis le rythme de tes mots au lieu de l'accélérer. Ce petit changement transmet que tu restes en charge, même sous pression. Marc Aurèle disait que l'esprit tranquille est la forteresse la plus imprenable. En appliquant ce principe, tu transformes ta sérénité en un bouclier qui non seulement protège ton autorité, mais élève le niveau de la conversation. Personne ne respecte celui qui perd le contrôle à la première provocation. En revanche, tout le monde écoute avec plus d'attention celui qui reste imperturbable, alors que les autres s'agitent. Maîtriser le calme n'est pas facile, mais c'est la base sur laquelle tout le reste est construit. Sans lui, les mots perdent leur fermeté, les silences se remplissent de tension et ta présence se dilue. Avec lui, même les phrases les plus simples acquièrent de la force, car elles proviennent de quelqu'un qui n'est pas emporté par le courant émotionnel. Cette étape te permettra non seulement de maintenir l'autorité sur le moment, mais aussi de gagner un respect durable que aucun cri ne peut obtenir. 7. Silence. Faites du silence votre allié pour imposer le respect. Le tonnerre ne prévient pas qu'il va tomber, mais quand il gronde, le monde s'arrête pour un instant. Le silence dans une conversation a le même pouvoir. Il ne fait pas de bruit, il n'interrompt pas, mais il fait que tout le monde ressente le poids de ce qui est sur le point d'être dit. Utilisez intelligemment. Le silence n'est pas vide. C'est une arme invisible qui coupe les interruptions, freine le chaos et oblige les autres à ajuster leur rythme au vôtre. Beaucoup pensent que parler plus leur donne plus de contrôle, alors qu'en réalité, ils remplissent l'air de mots qui perdent de leur force par excès. Ceux qui interrompent ont tendance à profiter de ces moments d'anxiété, mais un silence bien géré leur ferme la porte. Celui qui sait se taire au bon moment transmet une autorité qui n'a pas besoin de s'imposer par des cris. Le silence fonctionne parce qu'il crée de l'attente. Après une interruption ou lorsque l'ambiance devient chaotique, garder quelques secondes de calme oblige les autres à le remarquer. C'est comme si en arrêtant votre voix, vous rendiez visible le bruit des autres. Cette pause inconfortable fait que l'interlocuteur ressent le poids de son interruption et cède de l'espace par instinct. Sénèque a écrit qu'il est souvent plus sage de se taire que de parler, car les mots peuvent vous trahir, tandis que le silence le fait rarement. Dans le contexte des conversations, ce principe signifie que vous n'avez pas à réagir à chaque commentaire, ni à répondre immédiatement. Parfois, garder le silence une seconde avant de répondre suffit pour montrer que vous réfléchissez avant de parler, et cela donne plus de valeur à ce que vous direz ensuite. Pour utiliser le silence comme allié, vous devez apprendre à le maintenir sans montrer d'inconfort. Celui qui baisse les yeux, soupire nerveusement ou se déplace anxieusement en se taisant transmet de l'insécurité et perd l'effet. En revanche, maintenir un contact visuel, une posture ferme et un visage serein transforme ce silence en un message en soi. Je n'ai pas encore fini. Ou réfléchis bien avant de m'interrompre. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi est supérieure à toute domination sur les autres. Appliquer cette idée au silence signifie que vous ne vous taisez pas parce que vous avez été vaincu, mais parce que vous choisissez de donner le rythme à l'interaction. Ce contrôle intérieur génère du respect et change la dynamique. Vous n'avez plus l'air d'être un participant de plus à la conversation, mais le référent qui la soutient. Dans les discussions tendues, lorsque vous percevez que les interruptions commencent à s'accumuler, faites une pause brève, regardez la personne et gardez le silence avant de continuer. Si vous remarquez que quelqu'un attend avec impatience que vous finissiez pour s'imposer, arrêtez-vous quelques secondes avant de terminer votre idée. Cette pause désarme son impulsion et vous redonne le contrôle de la scène. Marc Aurèle disait que l'esprit tranquille a le pouvoir de voir clairement même lorsque le monde est agité. Dans le silence se reflète cette clé. Vous n'avez pas besoin de répondre à chaque provocation, ni de remplir les vides avec des mots précipités. En maîtrisant le silence,
Vous transformez chaque pause en un mur invisible qui empêche les autres d'envahir votre espace pendant que vous parlez. Le silence utilisé avec intention est plus éloquent que de nombreux discours. Il donne du poids à votre voix parce qu'il enseigne aux autres que vous ne parlez pas pour parler. Chaque pause prolongée est un rappel que la conversation se déroule à votre rythme et non sous l'impulsion des autres. Si vous parvenez à contrôler cette ressource, vous découvrirez que le respect s'impose sans effort apparent, simplement parce que le calme silencieux intimide plus que n'importe quel bruit. 8. Présence. Renforce le poids de chaque mot que tu prononces. L'ombre d'un arbre ne se mesure pas par le bruit de ses feuilles, mais par la grandeur de son tronc. Il en va de même dans les conversations. Ce n'est pas la quantité de mots qui inspire le respect, mais la solidité que tu projettes en étant présent. La présence est cette force silencieuse qui fait que les regards se tournent vers toi-même avant que tu ne parles. C'est l'air qui remplit l'espace autour de toi et donne du poids à chaque phrase que tu prononces. Beaucoup perdent de l'autorité parce qu'ils arrivent à la conversation seulement avec leur voix, mais pas avec leur présence. Ils se voûtent, évitent le contact visuel, se précipitent dans leurs mots et semblent vouloir finir le plus vite possible. Cette attitude transmet qu'ils ne croient pas en ce qu'ils disent, et les autres le perçoivent immédiatement. Épictète enseignait que la dignité n'est pas accordée, elle est maintenue dans le comportement de chacun. Appliquer cette idée dans les conversations signifie que l'autorité ne vient pas des titres ou des postes, mais de la façon dont tu te présentes. Si tu entres dans un espace avec le corps replié et le regard fuyant, ton message perd de la force avant même de commencer. En revanche, si tu te tiens avec sérénité et transmets de la sécurité, chaque mot, aussi simple soit-il, acquiert un écho différent. La présence se projette également à travers l'énergie avec laquelle tu parles. Il ne s'agit pas de sonner théâtral, mais d'imprégner tes mots de conviction. Une phrase courte, prononcée avec une voix claire et un rythme posé, pèse plus qu'un discours plein de fioritures, mais vide d'intention. La clé est que le message et le ton correspondent à ce que tu transmets avec ton corps. Marc Aurèle rappelait que l'âme se révèle dans les gestes et dans le regard. C'est pourquoi, en parlant, prends soin du rythme avec lequel tu bouges les mains, de l'angle de ton visage et du calme avec lequel tu respires. Ces détails créent une atmosphère qui exige le respect sans que tu aies à le demander avec des mots. Lorsque ta présence est ferme, même le silence devient une partie de ton autorité. Cette étape nécessite également une cohérence émotionnelle. Si ta voix dit une chose, mais que ta posture reflète la nervosité ou l'irritation, les gens percevront la contradiction et ne croiront pas en ton message. La présence authentique émerge lorsque ton intérieur est aligné avec ton extérieur. Les stoïciens insistaient sur cette harmonie entre le caractère et le comportement, car c'est ainsi que le respect que tu inspires est authentique et constant. Pour entraîner cette compétence, commence par t'observer. Avant d'entrer dans une conversation importante, redresse le dos, baisse les épaules, garde le menton à un angle neutre et respire profondément. Lorsque tu parles, évite de précipiter les mots. Laisse-les couler au rythme de ta respiration. Regarde les gens dans les yeux sans défi, mais avec fermeté, montrant que tu occupes ta place naturellement. Pratiquer la présence ne transforme pas seulement la façon dont les autres te perçoivent, elle change aussi la façon dont tu te perçois toi-même. Elle t'aide à te rappeler que ta voix a de la valeur, que tu n'as pas besoin de te battre pour de l'espace, ni de te précipiter pour éviter d'être interrompu. Cette sensation de solidité intérieure se reflète dans chaque phrase et réduit la tentation de te justifier ou de céder du terrain. La véritable autorité se construit de l'intérieur et se projette vers l'extérieur. Lorsque tu cultives ta présence, ta voix cesse d'être seulement un son et devient une déclaration de caractère. Peu importe si tu parles peu, car l'impact de chaque mot se multiplie. À la fin, les gens ne se souviendront pas de combien de phrases tu as dites, mais de la fermeté avec laquelle tu as rempli l'espace en les prononçant. Arrête de courir après les femmes. Chaque fois que tu le fais, tu perds de la valeur à leurs yeux et à tes propres yeux. Ce qui détruit ton attrait n'est ni ton physique ni ton compte en banque,
c'est l'énergie de besoin que tu transmets lorsque tu essaies de la convaincre de te choisir. Rien n'éloigne plus que l'odeur du désespoir déguisé en gentillesse. Ce n'est pas ton devoir de prouver à quiconque que tu mérites d'être aimé. C'est ton devoir de vivre de manière à ce que ta présence parle pour toi. L'erreur de beaucoup d'hommes est de croire que être complaisant, flatter excessivement ou se montrer toujours disponible est la clé pour conquérir une femme. Mais cette gentillesse n'est pas authentique, elle naît de la peur du rejet, et les femmes le perçoivent immédiatement. Personne n'est attiré par quelqu'un qui renonce à sa propre valeur pour plaire. Au lieu de respect, tu génères de la pitié ou de l'indifférence. Le véritable attrait ne se mendie pas, il se projette. Il ne s'agit pas d'être cruel ou arrogant, il s'agit d'arrêter de supplier et de commencer à agir comme un homme qui sait qui il est. Lorsque tu arrêtes d'essayer de convaincre, tu retrouves ton pouvoir. Tu deviens intéressant non pas pour ce que tu dis, mais pour la façon dont tu vis, pour la fermeté avec laquelle tu défends tes limites, pour la passion que tu mets dans tes objectifs et le calme avec lequel tu gères le rejet. Cette vidéo n'est pas pour apprendre des phrases séduisantes ou des jeux psychologiques. Elle est pour réveiller l'homme qui s'est perdu en essayant d'impressionner les autres. Ici, tu vas apprendre que l'indifférence authentique, la valeur démontrée et l'investissement émotionnel ne sont pas des astuces, mais des principes qui transforment ta façon de te relier. Parce que le respect et l'attraction ne se supplient pas, ils s'inspirent. Aujourd'hui, tu arrêteras de chercher l'approbation et tu commenceras à devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de convaincre pour être désiré. 1. Vise une vie qui parle pour toi. Il y a des phares qui ne crient pas pour guider les bateaux. Ils restent simplement fermes, allumés et visibles, même au milieu de la tempête. Ta vie doit être ainsi, si tu veux arrêter de convaincre quelqu'un que tu vaux la peine. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège d'essayer d'expliquer leur valeur avec des mots, cherchant à prouver qu'ils sont bons, attentionnés ou intéressants. Mais le véritable respect et l'attraction ne se construisent pas avec des discours, mais avec la façon dont tu vis chaque jour. Un homme qui a besoin de dire qu'il est précieux ne l'est pas encore. Un homme qui le démontre par ses actions n'a rien à justifier. Le problème commence quand tu vis avec ton regard tourné vers l'extérieur. Si ta routine tourne autour de l'impression que tu fais sur les autres, ta vie cesse d'être la tienne et devient un spectacle pour l'approbation des autres. C'est le chemin le plus rapide vers la frustration. Car il y aura toujours quelqu'un qui ne se laissera pas convaincre, qui te critiquera ou t'ignorera. Et si ton estime de toi dépend de cette réponse, tu es pris au piège, dans un jeu que tu ne gagneras jamais. C'est pourquoi la première étape n'est pas d'apprendre à mieux parler ou à t'habiller d'une certaine manière. C'est de construire une existence qui soit digne d'admiration, même si personne ne la regarde. Pense à l'homme qui se réveille tôt non par obligation, mais parce que son projet personnel l'enthousiasme. À celui qui prend soin de sa santé, parce qu'il comprend que son corps est l'outil avec lequel il affrontera chaque défi. À celui qui tient sa parole, même si personne ne le surveille. Cette cohérence silencieuse est celle qui, tôt ou tard, devient visible. Les gens font confiance à celui qui obtient des résultats, pas à celui qui promet sans tenir. Et les femmes perçoivent ce genre de solidité même si elles ne le disent pas, car le comportement constant projette de la sécurité. Vivre une vie qui parle pour toi signifie arrêter d'investir ton énergie à convaincre les autres et la consacrer à polir ton caractère. Cela signifie que ta carrière, tes habitudes, tes amitiés, ta façon de réagir aux difficultés, tout soit un témoignage de ta discipline et de ton but. Tu n'as pas besoin de te vanter de ce que tu fais quand ce que tu fais parle déjà pour toi. Du point de vue stoïcien, ce n'est pas seulement un conseil pratique, c'est un principe fondamental. Les stoïciens enseignaient que la vertu est le véritable bien et que la vie doit être construite autour d'elle. Si tu agis avec justice, courage, tempérance et sagesse, chaque aspect de ta journée devient une preuve de ton caractère. Marc Aurèle ne cherchait pas la reconnaissance, il cherchait à vivre selon son devoir. Et cette cohérence est ce qui l'a rendu admiré même des siècles plus tard. Lorsque tu concentres ta vie sur la maîtrise de toi-même, tu attires un respect authentique parce que tu transmets une force intérieure.
Si tu veux arrêter de convaincre quelqu'un que tu vaux la peine, commence par ne pas négocier tes principes. Respecte ta parole, maintiens la discipline dans ton corps et dans ton esprit, travaille pour quelque chose de plus grand que l'approbation externe. Les femmes peuvent être attirées par l'apparence physique, mais ce qui maintient leur intérêt est la perception que ta vie a une direction et que tu ne dépends pas d'elle pour te sentir complet. Celui qui construit sa valeur sur des fondations solides ne désespère pas pour l'attention. Celui qui manque de but finit toujours par la mendier. Une vie qui parle pour toi ne se construit pas du jour au lendemain, mais chaque jour où tu agis avec cohérence, tu ajoutes des briques à cette structure. Lorsque tu te concentres sur l'amélioration en silence, sans annoncer chaque étape, tu obtiens un type de magnétisme qui ne peut être falsifié. Tu n'as pas besoin de convaincre quiconque que tu es différent. Ils le remarqueront par la façon dont tu te déplaces, dont tu parles et dont tu décides. 2. Arrête de chercher l'approbation des autres. Les ombres changent de forme à chaque mouvement du soleil. Et un homme qui dépend de l'approbation des autres vit comme cette ombre. Il n'a jamais une forme propre, il se déforme toujours au rythme des autres. Lorsque ton identité est construite autour des applaudissements, toute critique te détruit et tout silence te fait douter de ta valeur. Chercher l'approbation est, en essence, renoncer à toi-même pour s'adapter au moule des autres. Et rien n'est moins attirant que quelqu'un qui ne sait pas qui il est sans le regard des autres. L'erreur de beaucoup d'hommes est de croire que plaire à tout prix les rend plus désirables. Ils remplissent leurs paroles de flatterie, sont toujours disponibles, sacrifient leurs propres intérêts pour un peu d'attention. Ils ne comprennent pas que cette apparente bonté n'est pas admirée, mais perçue comme un besoin. Le besoin repousse parce qu'il communique un manque, et le manque n'inspire jamais le respect. Personne ne valorise ce qui est offert à n'importe quel prix. Du point de vue du stoïcisme, la recherche de l'approbation des autres est une forme d'esclavage. Épictète enseignait que seul celui qui se gouverne lui-même est libre, et celui qui dépend de l'opinion des autres pour se sentir précieux vit enchaîné. Ce que les autres pensent, disent ou ressentent est hors de ton contrôle, et baser ton estime de soi sur cela revient à donner ton pouvoir à quelque chose d'instable. Tu ne peux pas exiger le respect si tu ne respectes pas ta propre essence. Pratiquer l'indépendance émotionnelle ne signifie pas devenir insensible ou indifférent à tout. Cela signifie que ta dignité n'est pas en jeu chaque fois que quelqu'un t'approuve ou t'ignore. C'est agir en accord avec tes principes, même si tu ne reçois pas d'applaudissements. Rester ferme dans tes limites, même si tu déranges les autres. Cette fermeté silencieuse génère un type d'attraction qui n'a pas besoin de démonstration. Pour appliquer ce principe dans la vie quotidienne, commence par remettre en question chaque choix que tu fais. Demande-toi si tu le fais parce que tu penses que c'est la bonne chose à faire ou parce que tu crains le jugement des autres. Apprends à dire non sans te sentir obligé d'expliquer chaque décision. Un homme qui sait dire non transmet la sécurité et la valeur, tandis que celui qui cède constamment montre la faiblesse. Arrête de justifier ta vie devant ceux qui n'ont pas gagné le droit de la remettre en question. Une autre erreur courante est d'interpréter la désapprobation comme une attaque personnelle. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi, et cela ne signifie pas que tu dois changer pour leur plaire. La maturité réside dans l'acceptation que les opinions des autres ne sont que cela, des opinions. Marc Aurèle rappelait que la réputation est quelque chose d'externe et qu'un homme sensé ne permet pas que sa paix dépende de quelque chose d'aussi volatile. La force réside dans le maintien du cap sans perdre ton centre. Dans le domaine des relations, dépendre de l'approbation des autres est un piège qui t'oblige à te modeler pour plaire. Aujourd'hui, tu cèdes sur tes principes, demain sur tes limites, et sans t'en rendre compte, tu finis par jouer un rôle qui ne t'appartient pas. Le respect et l'attraction ne naissent pas de la complaisance, ils naissent de la cohérence que tu montres en restant fidèle à ce que tu es, même si cela signifie ne pas plaire à tout le monde. La vraie liberté surgit lorsque tu arrêtes de vivre pour impressionner et que tu commences à vivre pour grandir. Cette indépendance émotionnelle se remarque dans ta posture, dans ton regard et dans la tranquillité avec laquelle tu prends des décisions.
Les gens sont naturellement attirés par quelqu'un qui n'a pas besoin d'être accepté pour se sentir en sécurité, parce qu'il transmet la force et l'authenticité. Celui qui se respecte lui-même n'implore pas le respect, il l'inspire. 3. Fais de ta passion ton plus grand aimant. Le feu ne demande pas la permission de brûler, il éclaire simplement et attire tous ceux qui ressentent sa chaleur. C'est ainsi que la passion authentique se manifeste dans la vie d'un homme. Elle ne cherche pas à impressionner, elle n'a pas besoin de s'expliquer, ni de se justifier. Elle se montre dans la façon dont il travaille, comment il parle de ce qu'il aime, dans l'énergie qu'il dégage lorsqu'il est concentré sur ce qui lui importe. Lorsque la passion est réelle, elle devient un aimant qui attire les regards, le respect et l'admiration sans que tu aies à prononcer un seul mot. L'erreur la plus courante de ceux qui cherchent à séduire quelqu'un est de consacrer toute leur énergie à des stratégies pour attirer l'attention. Ils s'efforcent de paraître intéressants au lieu de l'être. Ils perdent des heures à chercher des phrases ingénieuses ou des gestes élaborés, tout en négligeant la chose la plus puissante qu'ils pourraient montrer. Une vie pleine de sens. La passion pour quelque chose, que ce soit un projet, une discipline, un art ou même un style de vie, donne une force magnétique impossible à imiter. Les gens sont naturellement intrigués par celui qui a une direction claire et un moteur interne qui ne dépend pas des applaudissements. L'absence de passion est aussi perceptible que sa présence. Un homme qui ne parle que de ses problèmes, de son ennui ou de l'injustice du monde, transmet un vide, et ce vide est peu attrayant. En revanche, quelqu'un qui construit quelque chose, qui se réveille avec un but, qui cherche à apprendre et à s'améliorer, génère une énergie qui inspire confiance. Les femmes ne cherchent pas seulement de la compagnie, elles cherchent à sentir qu'elles sont à côté de quelqu'un en mouvement, de quelqu'un qui grandit et qui les invite à grandir. Du point de vue stoïcien, la passion n'est pas un caprice passager ni une impulsion incontrôlée, c'est un sens du but qui ordonne la vie. Sénèque disait que la vie est courte non pas parce que nous avons peu de temps, mais parce que nous en gaspillons beaucoup. Celui qui trouve son but et le cultive avec discipline n'a pas besoin de se distraire en cherchant la validation. Se concentrer sur ce qui construit le caractère, sur ce qui laisse une empreinte, donne un éclat différent au regard, une sérénité ferme qui n'a pas besoin de fioritures. Pour transformer ta passion en un aimant, tu dois d'abord découvrir ce qui allume cette étincelle interne. Ce n'est pas quelque chose que tu peux copier des autres ou feindre pour impressionner. Cela peut être ton travail, un projet créatif, un sport, un objectif de développement personnel. L'important est qu'il te défie et te maintienne en mouvement. Lorsque ton temps est occupé par quelque chose qui exige que tu te surpasses, tu cesses d'avoir de la place pour les insécurités et tu cesses de mendier de l'attention, car tu as déjà quelque chose de plus précieux à offrir qu'un simple effort pour plaire. La passion a un effet transformateur sur la façon dont les autres te perçoivent. Il ne s'agit pas de se vanter de tes réussites, ni d'utiliser ce que tu fais comme un trophée pour séduire, mais de transmettre naturellement l'enthousiasme que tu ressens. Parler de ce que tu aimes avec conviction, avec des yeux qui brillent, suscite une curiosité authentique. Les histoires qui émergent de tes expériences, les défis que tu relèves et surmontes, tout cela communique que tu as un monde intérieur riche et en constante croissance. C'est le genre d'intérêt qu'aucune technique superficielle ne peut acheter. Pratiquer cela dans la vie quotidienne implique de consacrer du temps réel à cette passion. Il ne suffit pas de dire que tu aimes quelque chose, il faut le vivre. Investis des heures à perfectionner tes compétences, à apprendre, à t'améliorer. Entoure-toi de personnes qui partagent cette énergie et qui t'inspirent à grandir. Le magnétisme n'est pas dans le résultat final, il est dans le processus visible de ta dévotion. 4. Démontre ta valeur par des actions réelles. L'écho est toujours plus faible que la voix qui le provoque, et c'est ainsi que les mots sont fragiles lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des actes. Beaucoup d'hommes essaient de convaincre les autres, surtout les femmes, de leur valeur en utilisant des promesses, des phrases motivantes ou des récits exagérés de ce qu'ils feront un jour.
Mais le véritable respect ne naît pas du bruit de ce que tu dis, mais de la consistance de ce que tu fais. Un homme qui ne fait que parler finit par être un écho vide. Un homme qui agit est la voix qui s'impose en silence. Les gens ne font pas confiance aux mots, ils font confiance aux modèles. Si tes actions montrent de la discipline, de l'autocontrôle et de l'engagement, ce comportement parle plus fort que tout argument que tu peux donner sur toi-même. Un geste de cohérence pèse plus lourd que 1000 déclarations. Tenir ta parole, respecter ce que tu promets et te tenir debout au milieu de la difficulté est ce qui génère la confiance et l'admiration authentique. L'attraction ne vient pas du discours, elle vient de l'exemple visible. L'une des erreurs les plus courantes est d'essayer d'impressionner par l'apparence plutôt que par la substance. Certains pensent qu'en montrant des possessions, en se vantant de contacts ou en exagérant des réalisations, ils obtiendront du respect, mais tout ce qu'ils obtiennent, c'est de paraître insécurisés. La véritable valeur ne se démontre pas par des ornements, elle se révèle lorsque la pression augmente et que tu maintiens ton caractère, lorsque tu affrontes l'inconfort sans fuir, lorsque tu continues à avancer même si personne ne t'applaudit. Cette sorte de fermeté est magnétique parce qu'elle est rare et difficile à feindre. Les stoïciens insistaient sur le fait que la véritable grandeur se mesure par la maîtrise de soi et non par la domination des autres. Épictète rappelait que personne n'est libre jusqu'à ce qu'il apprenne à se contrôler. Et ce contrôle de soi se voit dans les petites actions quotidiennes. Il ne s'agit pas de montrer une héroïcité grandiose, mais d'agir avec constance dans ce que tu décides de faire. Travailler avec excellence, même si personne ne te surveille, répondre avec calme lorsque les autres perdent leur sang-froid, maintenir tes limites même sous pression. Cette cohérence répétée est la base d'un caractère solide. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne nécessite de se concentrer sur des actions tangibles. Si tu dis que tu vas te lever tôt pour t'entraîner, fais-le. Si tu promets de terminer un projet, complète-le, même si cela te coûte. Si tu t'engages à traiter avec respect, même quand on te provoque, tiens-le. Ces actions, bien qu'elles semblent petites, façonnent la perception que les autres ont de toi et, plus importante encore, la perception que tu as de toi-même. La véritable confiance vient du fait de savoir que tu tiens ta parole. Dans le domaine des relations, démontrer sa valeur par des actions signifie ne pas recourir à de grands discours pour impressionner, mais laisser tes réalisations, ton comportement et ta constance parler pour toi. Si tu veux être perçu comme fiable, agis comme quelqu'un de fiable. Si tu veux du respect, montre d'abord du respect et maintiens tes normes. Si tu veux attirer, concentre-toi sur le fait de vivre de telle manière que l'attraction soit une conséquence naturelle de ton intégrité et non un objectif désespéré. Le respect que tu obtiens lorsque tes actions soutiennent ton caractère n'est ni fragile ni éphémère. Il ne dépend pas de la mode, ni des opinions changeantes des autres, car il est ancré à quelque chose que tu contrôles, ton comportement. Les gens peuvent discuter de tes mots, mais ils ne peuvent pas nier les faits. Cette solidité génère une sécurité qui se perçoit sans avoir besoin d'explication. Celui qui agit avec intégrité n'a pas besoin de demander la confiance, il l'inspire. La véritable valeur n'est jamais criée, elle est démontrée. Chaque jour offre des opportunités pour prouver que tu es plus que des promesses. 5. Pratique l'indifférence avec fermeté. La mer ne s'agite pas parce qu'une seule pierre tombe à sa surface. Elle maintient son cours, profond et constant, tandis que les vagues ne reflètent que ce qui se passe sur le rivage. Ainsi doit être ton attitude face aux réactions des autres, surtout quand il s'agit de quelqu'un dont tu cherches l'intérêt. La plupart des hommes se laissent perturber par chaque geste, chaque silence ou chaque mot d'une femme, comme si toute leur valeur dépendait de cette réponse. Cette dépendance émotionnelle est ce qui détruit ton attrait et érode ta tranquillité. L'indifférence authentique n'est ni froideur ni mépris, c'est la maîtrise de soi. Cela signifie que ta stabilité n'est pas à la merci de l'approbation ou du rejet d'autrui. Beaucoup de personnes confondent l'indifférence avec le désintérêt total, mais en réalité, il s'agit de savoir que ta paix intérieure n'est pas à vendre. Lorsque tu réagis de manière exagérée à un message ignoré ou à un geste distant,
Tu donnes à l'autre personne le contrôle de tes émotions. La maîtrise de soi se démontre en restant calme, même lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. L'erreur de beaucoup d'hommes est de faire de l'attention d'une femme le centre de leur monde. Ils analysent chaque message, chaque silence, chaque changement de ton de voix, comme si leur estime de soi en dépendait. Cette attitude non seulement épuise, mais projette aussi le besoin, et le besoin n'est jamais attrayant. Une personne sûre d'elle reste constante, peu importe l'attitude de l'autre, parce qu'elle comprend que la valeur propre ne se négocie pas et ne se supplie pas. Selon la philosophie stoïcienne, l'indifférence ferme est une façon de pratiquer la dichotomie du contrôle. Tu ne peux pas contrôler ce qu'une autre personne ressent, dit ou fait, mais tu peux contrôler comment tu décides de répondre. Sénèque rappelait que personne ne peut te faire du mal sans ton consentement, et cela inclut le dommage émotionnel causé par les attentes non satisfaites. Garder son calme face à l'indifférence d'autrui est un acte de liberté qui te rend le pouvoir sur toi-même. Appliquer ce principe dans la vie quotidienne signifie arrêter de réagir impulsivement. Si quelqu'un ne répond pas à ton message, n'insiste pas et ne le transforme pas en drame. Si tu remarques de la distance, ne cours pas demander ce que tu as fait de mal. Apprends à donner de l'espace, sans ressentiment ni anxiété. Cela non seulement montre la maturité, mais aussi suscite le respect. Lorsque tu ne te troubles pas facilement, tu transmets que tu as une vie bien remplie, que tu ne dépends pas de l'attention des autres pour te sentir précieux. Pratiquer l'indifférence ferme implique aussi d'apprendre à dire non. Souvent, tu acceptes des situations inconfortables par peur de perdre de l'intérêt ou de l'approbation, mais chaque fois que tu le fais, tu renonces à un peu de ta dignité. Savoir établir des limites sans t'excuser pour elles démontre une force intérieure. Si quelqu'un s'éloigne parce que tu n'as pas cédé à quelque chose qui compromettait tes principes, laisse-le partir. Perdre quelqu'un qui ne respecte pas tes limites n'est pas une perte, c'est un soulagement. Le contrôle de soi qui découle de cette attitude change la dynamique de toute interaction. Les gens remarquent qu'ils ne peuvent pas te manipuler avec indifférence ou avec affection parce que ton centre ne bouge pas avec les vents extérieurs. Cette stabilité est attrayante parce qu'elle reflète la confiance en soi. Personne ne veut être avec quelqu'un qui s'effondre au moindre signe de désapprobation. Les gens admirent celui qui reste ferme et serein. L'indifférence authentique ne cherche pas à punir ni à jouer à se faire désirer. Elle cherche à protéger ton énergie et à maintenir ta paix. 6. Pose des questions qui suscitent l'intérêt. L'explorateur qui découvre des trésors cachés ne le fait pas pour ce qu'il a dans les mains, mais pour les questions qui le guident à regarder là où d'autres n'osent pas. De la même manière, l'homme qui apprend à poser des questions avec intention devient intriguant sans forcer l'intérêt. La plupart se limitent à des conversations superficielles, répétant ce que tout le monde dit et attendant des réponses prévisibles. Cela n'éveille pas la curiosité ni ne laisse de traces. L'attraction n'est pas toujours dans les réponses, elle naît souvent de la qualité des questions. Beaucoup d'hommes pensent que pour capter l'attention d'une femme, ils doivent beaucoup parler, raconter de longues histoires ou démontrer leur connaissance sur n'importe quel sujet. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en monopolisant la conversation, ils finissent par épuiser l'intérêt de l'autre personne. Les questions bien posées changent la donne. Elles montrent que tu es présent, que tu prêtes attention et que tu tiens à découvrir ce qui se cache derrière les mots, pas seulement à écouter l'évidence. Poser des questions avec intention est une forme silencieuse de leadership dans l'interaction. L'erreur courante est de tomber dans la routine. Comment s'est passée ta journée? Que fais-tu? Aimes-tu telle chose? Ce sont des questions sans vie, presque automatiques, qui ne disent rien de toi et ne provoquent rien chez l'autre personne. Les questions qui suscitent l'intérêt vont au-delà du quotidien. Elles cherchent à se connecter avec des expériences, des émotions, des aspirations. Un homme qui sait poser des questions démontre une curiosité authentique et transmet de la profondeur, ce qui n'est pas facile à trouver, et c'est pourquoi c'est attrayant. Du point de vue stoïcien, bien poser des questions est un signe de sagesse. Épictète enseignait qu'il faut écouter plus que parler, car c'est en écoutant que l'on apprend.
Poser des questions n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force intellectuelle et émotionnelle. Un homme qui ose enquêter avec respect et perspicacité projette de la sécurité, car il n'a pas peur de découvrir ce qui se cache derrière les apparences. Cette attitude inspire confiance et ouvre des espaces pour des conversations qui construisent réellement une connexion. Pour appliquer ce principe dans la vie quotidienne, tu dois d'abord apprendre à observer. L'observation attentive te donnera des indices sur ce qu'il vaut la peine de demander. Si tu remarques que quelqu'un parle avec des étoiles dans les yeux d'un projet, demande-lui quel défi il a dû relever. Si tu perçois qu'il évite un sujet, demande-lui doucement ce qui l'a fait changer de cap. Les meilleures questions viennent de l'attention portée au langage corporel, aux gestes, au silence. Montrer un intérêt authentique pour ce que l'autre personne valorise fait qu'elle se sent vue et entendue. Et cela crée un lien plus fort que n'importe quel compliment. Il est également important de ne pas utiliser les questions comme un interrogatoire. Il ne s'agit pas de bombarder de curiosité ni de mettre la pression, mais de guider la conversation vers des endroits plus significatifs. Alterne des questions profondes avec des questions légères, ajoute de l'humour subtil, laisse le dialogue couler naturellement. Le but n'est pas d'obtenir des informations, mais de générer une interaction qui éveille des émotions et maintient l'attention vive. Un exemple simple, au lieu de demander « Aimes-tu ton travail ?», tu pourrais demander « Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ton travail cette année ?» Au lieu de dire « As-tu un hobby ?», mais tu pourrais dire « Qu'est-ce que tu aimes tellement que tu pourrais passer des heures à le faire sans te fatiguer ?» Ces questions non seulement évitent les réponses courtes, mais invitent l'autre personne à réfléchir et à partager quelque chose de personnel. Ce type d'échange crée des moments mémorables. 7. Créer de l'émotion avec de l'humour et du défi. Les conversations sont comme des braises endormies, elles restent éteintes tant que personne n'ose les souffler. L'humour et le défi sont ce souffle qui allume l'étincelle et transforme un dialogue commun en quelque chose de vivant et de mémorable. Cependant, beaucoup d'hommes évitent ce type d'interaction par peur de déranger, de ne pas paraître assez sérieux ou de recevoir un rejet. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que sans émotion, aucune conversation ne laisse de traces. L'humour et le défi ne sont pas des jeux vides. Ce sont des outils pour susciter l'intérêt et briser la monotonie qui tue l'attraction. L'erreur de ceux qui cherchent à plaire est d'être trop plat, trop correct, comme s'ils marchaient sur du verre. Ils se contentent de hocher la tête, de dire ce qu'ils pensent que l'autre personne veut entendre et évitent tout commentaire qui pourrait générer de l'attention. Cette attitude complaisante peut sembler sûre, mais elle est ennuyeuse. Personne ne se souvient de l'homme qui est toujours d'accord avec tout, parce qu'il ne provoque aucune émotion. Au contraire, celui qui ose utiliser l'humour avec intelligence et le défi avec respect crée une énergie différente, difficile à ignorer. L'humour ne consiste pas à raconter des blagues répétées ou à essayer de faire rire à tout prix. Il s'agit plutôt de la capacité à trouver de la légèreté dans le quotidien, à répondre avec esprit à un commentaire ou à rire de soi-même sans perdre sa dignité. Une touche d'humour authentique montre que vous ne vous prenez pas trop au sérieux, que vous êtes flexible et que vous savez profiter du moment. Cette attitude soulage les tensions, brise les barrières et fait que les gens veulent être près de vous. Le rire partagé crée des liens plus rapidement que toute conversation formelle. Le défi, en revanche, ajoute une couche d'intrigue. Il ne s'agit pas de confronter ou d'humilier, mais d'inviter l'autre personne à sortir de la routine, avec des commentaires subtils qui éveillent la malice. Par exemple, si quelqu'un se vante trop, vous pourriez répondre avec un sourire. « Ça a l'air bien, mais je ne suis pas si sûr que tu puisses me surpasser là-dedans. » Ce type de défi joueur n'est pas hostile, c'est un stimulus qui maintient l'interaction dynamique. Il montre que vous n'êtes pas prêt à renoncer à votre personnalité juste pour plaire. Depuis la philosophie stoïcienne, l'humour et le défi sont équilibrés par l'autocontrôle. Vous ne devez pas permettre que le désir d'impressionner vous fasse franchir les limites du respect. Sénèque valorisait l'esprit et l'acuité, mais avertissait que les mots sans tempérance deviennent des armes qui blessent au lieu d'unir.
La véritable maîtrise réside dans le fait de savoir quand lâcher une blague et quand garder le silence, de ne pas perdre son calme, même si la situation devient inconfortable. Un homme qui atteint cet équilibre transmet la maturité avec le charisme. Pour pratiquer ce principe dans la vie quotidienne, commencez par lire l'ambiance. Ne forcez pas l'humour dans des moments inappropriés, ni ne défiez quand la situation nécessite du soutien. Apprenez à remarquer quand un commentaire spirituel peut briser la glace, ou quand un défi subtil peut animer la conversation. De plus, évitez de transformer l'humour en sarcasme constant ou le défi en critique. L'objectif est d'éveiller une émotion positive, pas de créer des conflits ni de ridiculiser qui que ce soit. Une façon simple d'incorporer de l'humour est de rire de petites erreurs personnelles ou de situations communes. Par exemple, si vous faites une petite erreur, l'admettre avec un sourire léger montre de la confiance. Le défi peut s'exprimer dans des jeux amicaux, comme proposer un pari trivial ou plaisanter sur qui a le meilleur goût en quelque chose. Ces gestes légers, bien qu'ils semblent simples, ajoutent une nuance émotionnelle qui rend le moment vivant. 8. Fais de ton attention un privilège. Le soleil ne suit personne, mais tout ce qui l'illumine prend vie. Ton attention devrait être ainsi, une ressource précieuse qui ne se distribue pas sans mesure. L'erreur de beaucoup d'hommes est de la donner facilement, comme si elle n'avait ni poids ni valeur. Ils passent la journée à vérifier leur téléphone, à répondre immédiatement à chaque message, à commenter chaque photo et à chercher n'importe quelle excuse pour montrer de l'intérêt. Ils pensent qu'en étant toujours disponibles, ils montreront combien ils se soucient, mais ce qu'ils transmettent vraiment est un manque d'options et un excès de besoin. Rien qui est donné sans mesure n'est apprécié. L'attention est l'une des monnaies les plus puissantes dans les relations humaines, car elle révèle où tu places ton énergie et ton temps. Lorsque tu la donnes sans filtre, tu perds le contrôle de ta valeur et tu laisses les autres décider combien tu vaux. En revanche, lorsque tu la gères avec intention, tu suscites la curiosité et le respect. La rareté bien gérée n'est pas de la manipulation, c'est de l'autodiscipline. Tu apprends à donner de l'importance à ce qui le mérite et à ne pas te fatiguer pour ce qui ne le mérite pas. Cette attitude est la base d'un magnétisme silencieux. Le problème de beaucoup d'hommes qui essaient de séduire est qu'ils transforment leur attention en une sorte de tribut constant, comme s'ils devaient gagner leur place en montrant leur disponibilité. Ils répondent immédiatement, cèdent de l'espace, même s'ils sont occupés, sacrifient leurs propres activités pour rester présents, et à chaque geste, ils perdent un peu plus de leur attrait. L'attention qui est donnée sans limite perd son pouvoir d'impact, car elle cesse de se sentir spéciale. Personne ne valorise ce qui est trop facile à obtenir. Du point de vue stoïcien, contrôler à qui et à quoi tu donnes ton attention est une preuve de discipline et de clarté dans les priorités. Marc Aurèle avertissait que le temps est la ressource la plus précieuse et que le gaspiller en distraction est perdre la seule chose que tu possèdes vraiment. L'attention ne définit pas seulement tes relations, elle façonne aussi qui tu es, car ce que tu nourris avec elle finit par influencer ton caractère. Quand tu décides à qui tu la donnes, tu décides ce que devient ta vie. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne nécessite d'établir des limites fermes. Il ne s'agit pas d'ignorer par fierté ou de jouer à être inatteignable, mais d'apprendre à ne pas interrompre ta routine ou tes objectifs pour chaque notification. Si tu travailles sur quelque chose d'important, ne perds pas ton focus pour répondre aux messages immédiatement. Si quelqu'un ne cherche ton attention que de manière superficielle, tu n'as pas l'obligation de la lui donner. Cette posture montre que tu valorises ton temps et que tu ne vis pas en attente de validation externe. Donner de l'attention avec mesure signifie aussi savoir la donner de qualité lorsque tu décides de le faire. Quand tu es présent, tu es vraiment là. Tu écoutes avec intérêt, tu poses des questions pertinentes, tu maintiens le contact visuel. Il n'y a rien de plus attirant que de sentir que quelqu'un prête une attention sincère et concentrée. Mais cette attention doit être ressentie comme quelque chose qui se gagne, pas comme une ressource disponible pour n'importe qui à tout moment.
La différence entre l'intérêt véritable et l'intérêt désespéré réside dans l'intention avec laquelle tu l'offres. Une erreur fréquente est d'essayer de compenser le manque de connexion émotionnelle par un excès d'attention. Certains hommes pensent que s'ils sont constants, l'autre personne finira par les apprécier, alors qu'en réalité, tout ce qu'ils provoquent est de la fatigue. La surexposition tue le mystère, et sans mystère, il n'y a pas d'émotion. En réduisant la fréquence à laquelle tu offres ton attention et en la réservant pour des moments précieux, tu transformes son effet en quelque chose de plus significatif. Arrête de te tromper. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin d'utiliser mieux celui que tu as déjà. Chaque jour, tu te réveilles en pensant qu'il y aura un lendemain pour commencer à changer, et chaque nuit, tu te couches comme la veille. C'est ainsi que la vie s'en va. Non pas avec de grandes pertes, mais avec de petites fuites d'heures que tu offres sans t'en rendre compte. Le vrai problème n'est pas que l'horloge avance trop vite, c'est que tu continues à repousser ce qui compte vraiment. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes, et pourtant tu le traites comme s'il était infini. Tu le dépenses en conversations vides, en distractions bon marché, en attendant la motivation parfaite. Chaque minute que tu consacres à ce qui n'ajoute rien est une partie de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Et même si cela fait mal de l'accepter, la vie ne te prévient pas quand elle se termine. Un jour, elle s'arrête simplement. Et tout ce qui reste est ce que tu as fait avec chaque heure que tu as eue. Les stoïciens l'avaient bien compris. Tu n'es pas le maître de demain, seulement de cet instant. Marc Aurèle disait que la perte de temps est une forme de mort. Et si tu regardes honnêtement ta routine, tu verras combien de fois par jour tu meurs un peu par peur d'agir. Continuer à attendre le moment idéal pour bouger est la plus grande auto-tromperie qui te vole des années entières. Cette vidéo n'est pas là pour te consoler. Elle est là pour te secouer. Tu vas apprendre à traiter ton temps comme ton bien le plus sacré, à le protéger des personnes et des distractions qui le drainent, à vivre avec intention pour que chaque jour ait du poids et du sens. Si tu cherches des excuses, ce n'est pas ta place. Si tu es prêt à arrêter de gaspiller ta vie, fais attention, parce qu'à partir d'aujourd'hui, chaque heure compte. 1. Protège ton temps. Le temps ressemble à l'eau qui goûte d'un vase fissuré. Peu importe combien tu essaies de le remplir, si tu ne bouges pas les fuites, il finira toujours par se vider. Beaucoup de gens passent leur journée à remplir des tâches, des engagements et des obligations, mais ils ne se rendent pas compte que ce qui épuise n'est pas le manque de temps, mais les petites fissures par lesquelles ils s'échappent. Des messages qui n'apportent rien, des personnes qui ne cherchent que de l'attention, des distractions qui promettent du soulagement, mais qui ne font que voler des minutes. Ainsi, petit à petit, la journée se vide, et lorsqu'ils s'en rendent compte, il ne reste presque plus rien pour ce qui comptait vraiment. Protéger ton temps ne signifie pas vivre isolé ni rejeter tout le monde. Cela signifie apprendre à distinguer entre ce qui est urgent et ce qui est précieux, entre ce qui nécessite ton énergie et ce qui ne fait que la consommer. Les stoïciens savaient que la plus grande richesse d'un homme libre était son temps, car tout le reste peut être perdu et retrouvé, mais les heures ne reviennent jamais. Sénèque l'a écrit avec dureté. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Cette phrase n'est pas un reproche doux. C'est un rappel brutal que personne ne nous vole le temps. Nous sommes ceux qui le donnons. Aujourd'hui, plus que jamais, protéger son temps est un acte de défense personnelle. Les notifications ne cessent pas. Les réseaux sociaux se disputent ton attention et le bruit externe envahit même les moments les plus simples. Si tu n'établis pas une limite claire, tu finiras par répondre aux demandes des autres tout en mettant ta propre vie en pause. Un message non urgent peut attendre. Un commentaire vide ne mérite pas de réponse. Et un conflit qui ne te concerne pas ne mérite pas ton énergie. Dire non est une façon de protéger ta paix et ton temps. Pense à ta journée comme à un compte bancaire. Chaque heure est comme une pièce que tu peux investir ou donner. Beaucoup se réveillent en dépensant les premières pièces à vérifier ce que les autres font sur leurs écrans, puis se plaignent de ne pas avoir de temps pour ce qu'ils veulent vraiment construire. La réalité est qu'il ne s'agit pas d'un manque d'heures, mais d'une mauvaise gestion. Si tu traites ton temps comme tu traites ton argent,
Tu remarqueras combien il est facile d'arrêter de le donner à ceux qui ne te donnent rien en retour. Protéger ton temps exige de la discipline, mais aussi du courage pour affronter l'inconfort de dire non. Les gens autour de toi peuvent ne pas comprendre, voire t'accuser d'être distant ou égoïste. Mais celui qui n'apprend pas à poser des limites finit par vivre pour les intérêts des autres. Un homme ou une femme qui sait ce qu'il veut ne laisse pas n'importe qui disposer de son agenda. Si tu ne décides pas à quoi tu dis oui, d'autres le feront pour toi et ce ne sera pas à ton avantage. La pratique stoïcienne pour prendre soin du temps est simple. Chaque matin, détermine ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Fais une liste courte, pas plus de 3 priorités réelles, et accomplis-les avant d'ouvrir la place aux distractions. Avant de t'engager à quelque chose, demande-toi si cela contribue à ton but, ou si c'est juste une façon de perdre du temps déguisé en urgence. Et chaque soir, fais un bref bilan de la façon dont tu as investi la journée, non pas pour te punir, mais pour corriger les fuites que tu as laissées ouvertes. Celui qui protège son temps ne vit pas plus, mais vit mieux, parce que chaque heure utilisée avec intention a un poids différent. Elle laisse des souvenirs, génère du progrès, construit la paix. Le monde est plein de voleurs de temps qui ne semblent jamais dangereux, mais ils le sont. Des conversations inutiles, des discussions répétées, de fausses promesses de divertissement rapide. Protéger ton temps n'est pas de la froideur, c'est du respect pour ta propre vie. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. 2. Agis sans attendre. Le temps ressemble à un train qui ne prévient pas de son départ. Il arrive, ouvre les portes pour un instant et s'en va sans regarder en arrière. Beaucoup le voient venir, mais restent hésitants, se demandant si c'est le bon wagon, si le siège sera confortable, s'ils devraient attendre le prochain. Quand ils décident enfin de monter, le train a déjà disparu à l'horizon. C'est ainsi que fonctionne la vie. Les opportunités ne t'attendent pas pour être prêt, elles passent pendant que tu continues à planifier le moment parfait qui n'arrive jamais. Les stoïciens insistaient sur le fait que demain n'est pas garanti, que l'attente de tout contrôler n'est qu'une autre façon de perdre la vie. Épictète avertissait qu'il ne faut pas retarder l'apprentissage de ce qui compte, car le retard n'est pas de la prudence, c'est de la peur déguisée en préparation. La vérité inconfortable est que beaucoup confondent prudence et procrastination, analyse et paralysie. Agir sans attendre n'est pas se lancer sans réfléchir. C'est arrêter de justifier l'inaction par des excuses élégantes. Combien de fois as-tu dit que tu commenceras quand tu auras plus de temps, quand l'environnement s'améliorera, quand tu te sentiras motivé? Tu le répètes comme si demain était un lieu réel qui t'attend. Mais demain n'est qu'une illusion que tu utilises pour repousser ce que tu devrais faire aujourd'hui. Le problème n'est pas que tu ne sais pas ce qu'il faut faire, mais que tu penses qu'il y aura un moment spécial qui te poussera à le faire. Ce moment n'arrivera jamais, car l'élan ne vient pas du calendrier, il vient de la décision. Le stoïcisme enseigne que l'action est l'antidote contre l'anxiété. Tant que tu penses trop, la peur grandit. Tant que tu attends l'occasion parfaite, ton esprit invente plus d'obstacles. Faire le premier pas, même s'il est petit, brise l'inertie et te redonne le contrôle. 1 minute d'action vaut mieux que 1000 heures de doute. Et chaque décision que tu prends immédiatement, même si elle n'est pas parfaite, renforce ton caractère et te rapproche plus de ton objectif que de rester immobile à la recherche de garanties. Agir sans attendre ne signifie pas vivre avec une impulsivité aveugle. Cela signifie reconnaître que le scénario parfait n'existe pas et que le progrès commence avec les ressources et les connaissances que tu as aujourd'hui. Si tu attends de tout maîtriser avant de commencer, tu ne progresseras jamais, car il y aura toujours quelque chose que tu ne connais pas. Les stoïciens conseillaient d'accepter l'imperfection du début comme faisant partie du chemin. N'attends pas une clarté totale, déplace-toi simplement avec suffisamment de clarté pour le prochain pas. Pense à combien d'opportunités sont passées devant toi pendant que tu continuais à planifier le plan. La vie ne va pas s'arrêter pour que tu finisses de penser. Si tu ne bouges pas, quelqu'un d'autre prendra ta place. Une autre circonstance rendra la chose impossible ou ta propre motivation s'éteindra.
L'action précoce crée l'habitude d'avancer même lorsque les conditions ne sont pas idéales. Et cette habitude est ce qui distingue ceux qui construisent leur destin de ceux qui regardent les autres le faire. Une pratique simple pour appliquer ce principe stoïcien est d'utiliser la règle de ne pas laisser une décision simple être reportée plus de 5 minutes. Si tu sais que tu dois envoyer ce message, commencer ce projet ou apprendre cette compétence, fais le premier pas aujourd'hui, même s'il est minime. L'action immédiate réduit le poids mental de la tâche et montre à ton esprit que tu es aux commandes, pas tes doutes. La vie ne récompense pas celui qui attend, elle récompense celui qui ose bouger. Chaque jour que tu attends est un jour qui ne revient jamais, une porte qui se ferme, un train qui s'éloigne. Agir sans attendre, c'est vivre avec l'urgence de celui qui comprend que le temps est limité. 3. Apprends du passé. Le passé ressemble aux cicatrices sur la peau. Elles ne s'effacent pas, mais elles ne font pas mal non plus si tu sais pourquoi elles sont là. Chaque marque garde une histoire, une erreur, une leçon que le temps a essayé de t'enseigner. Cependant, beaucoup de gens continuent à gratter les vieilles blessures, comme si les rouvrir encore et encore changerait ce qui s'est passé. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les cicatrices ne sont pas là pour revivre la douleur, mais pour te rappeler ce que tu as déjà surmonté et te mettre en garde contre les chemins que tu ne devrais pas répéter. Les stoïciens voyaient le passé comme un maître silencieux. Sénèque disait que le souvenir des erreurs devait servir à ne pas retomber dedans, et non à nous tourmenter. Apprendre du passé exige une honnêteté brutale, car il oblige à reconnaître les fois où tu as gaspillé ton temps, agi sur un coup de tête ou cédé à des distractions inutiles. La plupart préfèrent blâmer les circonstances ou les autres, mais c'est le moyen le plus rapide de rester coincé en répétant les mêmes décisions qui ont mené au même endroit. L'erreur n'est pas d'avoir échoué, mais de ne pas avoir réfléchi à la raison. Chaque expérience que tu as vécue, bonne ou mauvaise, a été un investissement de temps, et si tu n'en tires rien, ce temps a été complètement perdu. Apprendre du passé signifie transformer ces heures en connaissances, les utiliser comme une boussole pour le présent. Même le regret peut devenir un allié si tu sais le transformer en élan pour faire les choses différemment. Beaucoup s'accrochent à ce qui s'est déjà passé dans l'espoir de le changer à travers le souvenir, mais le passé est immuable. La seule chose que tu peux changer est la signification que tu lui donnes. Un échec peut rester une blessure ouverte ou devenir l'avertissement qui te maintient en alerte. La douleur peut rester un poids inutile ou devenir le rappel de ta résistance. Le choix de comment utiliser le passé est toujours entre tes mains. Le stoïcisme enseigne à regarder en arrière avec un esprit froid, pas avec des émotions débordantes. Écrire ce que tu as appris de chaque erreur et l'analyser calmement est une pratique puissante pour libérer le poids du regret. Demande-toi quelles décisions tu as prises sur un coup de tête, quels signaux tu as ignorés, quelles habitudes ont contribué au résultat. Non pas pour te punir, mais pour éviter que le même schéma se répète. Chaque leçon que tu tires du passé est comme fermer une fissure par laquelle s'échappait ton temps et ton énergie. Apprendre du passé implique aussi de te pardonner. Il n'y a pas de sagesse possible si tu continues à te voir comme quelqu'un qui ne mérite pas de s'améliorer. Les stoïciens savaient que l'erreur fait partie de la condition humaine, mais ils insistaient pour ne pas permettre que l'erreur se répète par négligence. S'accrocher au remords ne fait qu'allonger la souffrance et voler le temps que tu pourrais utiliser dans le présent. Le pardon est un acte de stratégie. Arrête de nourrir la culpabilité pour libérer de l'énergie que tu pourras maintenant investir pour agir mieux. Le passé est une ressource inestimable parce qu'il est déjà payé avec des heures de ta vie. Il ne reviendra pas, mais son utilité dépend de toi. Si tu ne te souviens de lui que comme d'une collection de défaites, il devient un poids mort. Si tu l'utilises comme un manuel écrit avec ta propre expérience, il devient la carte qui te guide vers un meilleur avenir. Ne ignore pas ces avertissements et ne le sucre pas avec de la nostalgie. Regarde-le tel qu'il était et prends de lui ce dont tu as besoin pour ne plus perdre de temps. Celui qui n'apprend pas du passé est condamné à passer ses jours à répéter les mêmes erreurs, comme un prisonnier tournant en rond.
Celui qui le comprend, en revanche, parvient à marcher plus légèrement, car chaque erreur cesse d'être une chaîne et devient une marche. 4. Vis le présent. Le présent ressemble au sable qui s'écoule entre les doigts. Plus tu essaies de le retenir fermement, plus il s'échappe rapidement. Cependant, si tu relâches ta main et apprends à le tenir avec soin, il reste suffisamment longtemps pour que tu puisses l'apprécier. C'est ainsi que sont les instants que tu as en ce moment, fragiles et éphémères, impossibles à stocker pour plus tard. La plupart des gens les laissent tomber parce que leur esprit est pris entre le poids du passé et l'anxiété du futur. Et finalement, ils se réveillent avec le sentiment que les années se sont évaporées sans avoir été vécues. Les stoïciens enseignaient que la vie n'existe que dans le présent. Marc Aurèle le répétait clairement. L'homme ne vit ni le passé ni le futur, seul l'instant présent lui appartient. Vivre le présent ne signifie pas ignorer ce qui s'est passé, ni se désintéresser de ce qui viendra. Cela signifie ne pas permettre à l'un ou à l'autre de te voler le temps que tu es en train de vivre. Si tu ne maîtrises pas cette idée, tu deviendras prisonnier de souvenirs que tu ne peux pas changer et de peurs qui ne se réaliseront peut-être jamais. L'esprit humain a tendance à chercher refuge dans ce qui a été ou dans ce qui pourrait être, comme si le moment présent n'était pas suffisant. Cette habitude te fait perdre des heures précieuses. Pendant que tu te remémores d'anciennes conversations, que tu revives des erreurs passées ou que tu anticipes des problèmes futurs, le présent se consume silencieusement. C'est comme payer un loyer très élevé pour vivre dans un endroit où tu n'es jamais. Et quand tu t'en rends compte, ce qui était réel est déjà parti, l'instant que tu avais pour agir. Vivre le présent exige une attention délibérée. Il ne suffit pas d'être physiquement à un endroit, tu dois aussi y être avec ton esprit. Manger sans regarder ton téléphone, écouter quelqu'un sans penser à la réponse, marcher en ressentant l'air et le pas. Ces actes peuvent sembler petits, mais ils sont la base pour reprendre le contrôle de ta vie. Si tu ne peux pas être présent dans la vie quotidienne, tu ne pourras pas l'être non plus lorsque les moments décisifs arriveront. Le stoïcisme propose la pratique de la pleine conscience sans fioriture mystique. Simplement t'arrêter, observer et accepter la réalité telle qu'elle est maintenant. Si tu fais face à un problème, n'imagine pas 1000 résultats futurs. Concentre-toi sur ce que tu peux résoudre en cet instant. Si tu profites d'une pause, ne la remplis pas de soucis inutiles. Chaque moment est un espace que tu peux honorer ou gaspiller. Et ce choix, tu le fais constamment. Pour y parvenir, tu dois apprendre à lâcher prise sur l'obsession du contrôle total. Le présent n'a pas besoin d'être parfait pour être vécu intensément. Les stoïciens savaient que beaucoup de choses nous échappent, et lutter contre elles ne génère que de la frustration. Une pratique simple est de commencer la journée en te rappelant que cette journée ne se répétera pas. Fais une courte pause avant de commencer tes tâches et reconnais que ce que tu vis ne reviendra pas de la même manière. Cette prise de conscience aiguise l'importance des décisions que tu prends et te motive à ne pas reporter ce qui est significatif. Une autre pratique est de vérifier chaque soir si tu as vraiment vécu la journée, si tu as été présent dans les conversations, au travail, dans les petits moments qui auraient pu devenir des souvenirs précieux. Celui qui apprend à vivre le présent cesse de sentir que la vie passe trop vite, parce qu'au lieu de poursuivre le temps, il l'accompagne pas à pas. Il se rend compte que la richesse de l'existence ne réside pas dans les années accumulées, mais dans la qualité des instants bien vécus. 5. Célébrer chaque avancée. Les petites victoires ressemblent à de minuscules graines qui tombent sur le sol. Beaucoup les piétinent, sans s'en rendre compte, parce qu'ils s'attendent à voir un arbre imposant immédiatement. Cependant, chaque graine enterrée et soignée quotidiennement est celle qui plus tard donnera de l'ombre et des fruits. Il en va de même pour les progrès personnels. Ils sont discrets, presque invisibles au début, mais sans eux, il n'y a pas de véritable progrès. Celui qui n'attend que les grands succès vit dans la frustration, croyant qu'il ne progresse pas, tout en négligeant l'effort qui soutient sa croissance. Les stoïciens comprenaient que la vie est faite de pas, pas de sauts. Épictète enseignait que le véritable progrès n'est pas un spectacle pour les autres, mais un travail interne constant.
Célébrer chaque avancée n'est pas un acte de vanité. C'est une stratégie pour nourrir la discipline. Si tu attends de te sentir fier seulement lorsque tu atteindras l'objectif final, tu t'épuiseras avant d'y arriver parce qu'il semblera que rien ne change. Reconnaître les petits pas te rappelle que le chemin a déjà commencé et que chaque effort compte. Le problème de beaucoup est qu'ils comparent leur rythme à celui des autres. Ils voient les réussites des autres et sentent que les leurs sont insignifiantes. Cette comparaison vole de l'énergie et aveugle le véritable progrès. Chaque personne a son propre processus et mesurer tes pas avec la règle de quelqu'un d'autre est aussi absurde que d'exiger d'une graine qu'elle porte des fruits le jour même où elle a été plantée. Le stoïcisme enseigne à se concentrer sur ce que tu peux contrôler et cela inclut le rythme de ton propre progrès. Célébrer les progrès ne signifie pas se contenter ni s'arrêter. Cela signifie reconnaître que tu es mieux aujourd'hui qu'hier même si tu n'es pas encore arrivé où tu le souhaites. Cette reconnaissance renforce le caractère parce qu'elle t'apprend à valoriser l'effort et non seulement le résultat. Lorsque tu célèbres une habitude accomplie, une tâche terminée, une peur surmontée, tu renforces l'idée que le progrès est possible et que chaque pas te rapproche de l'objectif. Une pratique simple consiste à terminer chaque journée en identifiant au moins une chose que tu as faite mieux que la veille. Il se peut que tu aies réussi à te concentrer une demi-heure de plus, que tu aies répondu calmement à une situation difficile, ou que tu aies été constant dans ton entraînement physique. L'écrire et le reconnaître crée un sentiment de progrès qui maintient la motivation vivante. Cette habitude empêche que tu te sentes piégé dans une routine interminable, car elle te montre des preuves quotidiennes de ton propre progrès. Le stoïcisme nous rappelle également que nous devons être justes envers nous-mêmes. Beaucoup sont rapides pour pointer leurs défauts, mais lents pour reconnaître leurs efforts. Cette attitude ne fait que saper et mener à la frustration. La discipline ne se nourrit pas de critiques constantes, mais du sentiment que chaque effort a de la valeur. En célébrant chaque avancée, tu entraînes ton esprit à se concentrer sur la croissance, pas sur la stagnation. Les grands objectifs sont toujours composés de dizaines de petites réalisations qui s'accumulent avec le temps. Sans la patience de reconnaître chacune d'elles, tu perdras de vue ce que tu as déjà construit. Tout comme un artisan apprécie chaque partie de son œuvre pendant qu'il la crée, tu dois également valoriser chaque fragment de ton progrès. Cette mentalité te rend résistant à la démoralisation parce que tu ne dépends pas d'un grand moment pour ressentir de la satisfaction. Celui qui apprend à célébrer chaque avancée cesse de sentir que son effort est inutile. Il commence à voir la croissance comme un processus constant et non comme un événement soudain. 6. Dis non sans culpabilité. Dire non ressemble à fermer une porte en plein milieu d'une tempête. De l'extérieur, des coups, du vent et du bruit essaieront de s'infiltrer. Mais si tu ne fermes pas fermement, tout ce qui entre finira par inonder ton espace. C'est ainsi que fonctionnent beaucoup des exigences auxquelles tu fais face chaque jour. Des demandes d'autrui, des engagements inutiles, des distractions déguisées en urgence. Si tu n'apprends pas à fermer la porte à temps, ta vie se remplit de tâches que tu n'as pas choisies et d'obligations qui ne te construisent pas. Le problème n'est pas le manque de temps, mais la difficulté à dire non. Beaucoup pensent qu'en refusant quelque chose, ils déçoivent les autres, portent le poids de paraître égoïstes ou craignent de perdre l'approbation de ceux qui les entourent. Cette attitude donne le contrôle de ton agenda à d'autres personnes. Les stoïciens comprenaient que celui qui ne maîtrise pas son propre temps est esclave des priorités d'autrui. Sénèque avertissait qu'il n'est pas possible de vivre librement si chaque décision dépend du désir de plaire aux autres. Dire non sans culpabilité est un acte de respect envers toi-même. C'est reconnaître que ton énergie et tes heures sont limitées et que tu ne peux pas les dépenser sur tout ce qu'on te demande. Il ne s'agit pas d'être froid ou de rejeter par caprice, mais de choisir judicieusement à quoi tu dis oui. Chaque fois que tu acceptes quelque chose qui n'est pas important pour toi, tu renonces à ce qui compte vraiment. La vie exige des décisions, et l'une des plus précieuses est d'apprendre à refuser sans ressentir de remords. La peur du non vient souvent du désir d'éviter les conflits.
Tu penses que dire non générera des frictions ou des déceptions, mais la réalité est qu'il y aura toujours quelqu'un d'insatisfait de tes limites. Essayer de plaire à tout le monde est une bataille perdue qui ne produit que de l'épuisement. Les stoïciens enseignaient à se concentrer sur ce qui dépend de soi-même, et l'approbation des autres n'est pas sous ton contrôle. Ce que tu peux contrôler, c'est à quoi tu consacres ton temps. Pour pratiquer ce principe, commence par identifier les engagements que tu acceptes seulement par habitude ou par peur de déranger. Demande-toi si cette tâche contribue à ton but ou si elle ne fait que drainer ton énergie. Si elle n'apporte rien, apprends à décliner avec politesse mais avec fermeté. Il n'est pas nécessaire de justifier chaque décision. Parfois, ce n'est pas possible maintenant, ou ce n'est pas dans mes priorités suffit. La culpabilité diminue lorsque tu comprends que dire non aux autres, c'est te dire oui à toi-même. Le stoïcisme rappelle que toute ressource finie doit être gérée avec sagesse, et le temps est la plus finie de toutes. Chaque non que tu dis est un espace que tu libères pour ce qui te donne vraiment de la croissance et de la paix. Chaque fois que tu repousses tes projets pour plaire à quelqu'un, tu retardes ton propre développement. Vivre avec clarté nécessite de reconnaître que tu ne peux pas être partout ni répondre à toutes les attentes. Dire non sans culpabilité ne signifie pas devenir insensible ou cesser d'aider. Cela signifie avoir des priorités claires et des limites fermes. Seul celui qui sait refuser peut offrir un oui authentique quand cela compte. Aider les autres au détriment de ton propre bien-être n'est pas une vertu, c'est de l'épuisement déguisé en bonté. Les stoïciens valorisaient la tempérance, et cette vertu implique de mesurer jusqu'où tu peux céder sans compromettre l'essentiel. Lorsque tu apprends à dire non, tu découvres que tu ne perds pas de relations précieuses. Seuls s'éloignent ceux qui voulaient ton temps, pas ta compagnie. Les autres, ceux qui t'apprécient vraiment, comprendront et respecteront tes limites. Chaque non te rend un fragment de contrôle. Chaque limite te rappelle que ton temps est à toi. 7. Utilise bien ton temps libre. Le temps libre ressemble à un jardin silencieux dans lequel beaucoup entrent seulement pour jeter des ordures. Ils le négligent en pensant que c'est un espace sans valeur. Mais c'est sur ce terrain que poussent les idées, la créativité et le calme qui nourrissent le reste de la vie. Si tu ne le cultives pas avec intention, il se remplit de mauvaises herbes, distractions vides, habitudes qui te volent de l'énergie, conversations qui ne laissent rien. Et quand vient le moment de récolter le bien-être ou la clarté mentale, tu ne trouves rien parce que tu n'as jamais semé. Le problème n'est pas d'avoir peu de temps libre, mais de l'utiliser sans réfléchir. La plupart le gaspillent en éteignant des écrans le matin et en les allumant le soir, en le consacrant à du contenu qui n'apporte rien, à des discussions étrangères ou à des distractions qui cherchent seulement à divertir sans nourrir. Il n'y a pas de vrai repos quand ce que tu consommes épuise plus que ce qu'il récupère. Sénèque défendait l'oisiveté productive comme l'un des plus grands privilèges humains. Il ne parlait pas de travailler plus, mais d'utiliser ces espaces pour des activités qui enrichissent l'esprit. Lire, réfléchir, écrire, observer, apprendre. Le repos n'est pas seulement l'inactivité, c'est choisir des activités qui restaurent l'énergie et élargissent la vision du monde. Si tu traites ton temps libre comme une décharge de ce qui reste de la journée, tu perds le terrain le plus fertile pour grandir. Bien utiliser son temps libre ne signifie pas remplir chaque minute avec des tâches exigeantes, ni éliminer le divertissement. Cela signifie être conscient que ces espaces sont un investissement qui définit ton bien-être. Une promenade en plein air, une conversation sincère avec quelqu'un que tu apprécies ou apprendre quelque chose de nouveau sont des formes de loisirs qui nourrissent plus que des heures entières devant un écran. L'important est que tu choisisses des activités qui laissent quelque chose en toi, même si ce n'est que la paix mentale. Une pratique stoïcienne utile est de consacrer un moment de chaque jour libre à la réflexion. Cela peut être d'écrire quelques lignes sur ce que tu as appris, de lire un livre qui t'inspire à penser ou simplement de t'asseoir en silence pour organiser tes pensées. Ces actes, bien qu'ils semblent simples, renforcent la clarté mentale et empêchent que le temps de repos ne devienne du temps perdu.
Une autre habitude précieuse est de planifier le loisir avec la même sérieux que tu planifies le travail. Réserve des espaces pour ce que tu aimes vraiment et qui t'aide à grandir et protège-les des distractions inutiles. Si tu ne décides pas à l'avance comment utiliser ton temps libre, d'autres le décideront pour toi et tu finiras par le gaspiller en choses que tu n'as pas choisies. Le loisir planifié n'est pas de la rigidité, c'est du respect pour toi-même. Les stoïciens recommandaient également de profiter du temps libre pour cultiver des relations significatives. Passer un après-midi de qualité avec la famille, avec des amis sincères ou même avec toi-même en silence a plus de valeur que des heures entières partagées avec des personnes qui ne font que drainer ton énergie. La qualité du temps libre se mesure par comment tu te sens après, renouvelé, inspiré ou simplement vide. Celui qui apprend à bien utiliser son temps libre cesse de le voir comme des minutes supplémentaires et commence à le considérer comme une ressource essentielle pour son équilibre. Ces moments, bien utilisés, renforcent la discipline et la clarté pour affronter les jours les plus exigeants. En revanche, les gaspiller ne fait qu'augmenter le sentiment de fatigue et d'avoir perdu une autre journée qui ne reviendra pas. Le temps libre n'est ni un luxe ni une récompense. C'est une partie fondamentale de ta vie. Si tu le remplis de bruit et de distractions, tu te prives de la possibilité de vraiment te reposer et de trouver un sens dans les espaces tranquilles. 8. Créer des souvenirs précieux. La vie ressemble à un album qui reçoit chaque jour une nouvelle page blanche. Beaucoup le remplissent de gribouillages qu'ils oublient en quelques heures, des discussions triviales, des routines répétées, des moments sans présence réelle. Ensuite, ils se demandent pourquoi les années passent sans laisser de traces. Créer des souvenirs précieux ne signifie pas attendre des événements extraordinaires, mais apprendre à vivre de manière à ce que chaque instant ait un poids qui mérite d'être conservé. Les stoïciens comprenaient que le véritable héritage n'est pas les possessions matérielles, mais les expériences qui façonnent le caractère. Marc Aurèle avertissait que la valeur de l'existence se mesure par la qualité de ce que nous nous souvenons en regardant en arrière. Accumuler des objets est facile, mais aucun ne reste dans la mémoire aussi longtemps qu'une conversation significative, un geste courageux, une après-midi vécue intensément. Le problème est que beaucoup de personnes passent leur journée prise dans la précipitation et le bruit, comme si elles vivaient en pilote automatique. Elles courent d'une tâche à l'autre sans prendre le temps de savourer ce qui compte vraiment. À la fin de la journée, elles ont l'impression que tout a été un flou, un ensemble d'heures qui n'ont laissé aucune trace. Cela se produit parce qu'elles confondent productivité avec vie et pensent que seuls les grands jalons méritent attention. En réalité, les moments qui marquent le plus sont souvent simples mais pleins de présence. Créer des souvenirs précieux exige de l'attention et de la décision. Cela signifie choisir d'être vraiment présent dans les petits instants. Un repas avec quelqu'un d'important, une conversation sincère, un coucher de soleil vu sans distraction. Il ne s'agit pas de vivre à la recherche de photos à montrer, mais de forger des expériences qui ont du sens pour vous, même si personne d'autre ne les voit. Ce qui rend quelque chose mémorable n'est pas le luxe ou le spectacle, mais la connexion authentique que vous créez à ce moment-là. Une pratique stoïcienne pour y parvenir est de limiter le bruit externe lorsque vous êtes face à un moment significatif. Éteignez le téléphone lorsque vous partagez un repas avec quelqu'un que vous aimez. Écoutez vraiment sans penser à la réponse. Prenez le temps de contempler la nature sans hâte. Ces actions simples renforcent la mémoire car ce qui est vécu est enregistré plus clairement lorsque vous êtes totalement présent. Il est également important d'apprendre à prioriser les expériences sur les objets. Un cadeau matériel peut perdre de la valeur avec le temps, mais une expérience partagée laisse une marque qui dure toute une vie. Investir dans un voyage, apprendre quelque chose de nouveau avec quelqu'un de proche ou même passer une après-midi tranquille avec une bonne conversation peut avoir plus d'impact que n'importe quel objet acheté. Les stoïciens valorisaient les actions qui laissaient des traces dans le caractère et dans l'âme, pas sur les étagères.
Créer des souvenirs précieux n'est pas une question d'attente pour des occasions spéciales, c'est une question de donner du sens aux jours ordinaires. Même dans la routine se cachent des opportunités pour créer des moments qui valent la peine. Préparer un repas avec dévouement, prendre quelques minutes à la fin de la journée pour réfléchir calmement, remercier ceux qui sont à vos côtés. La clé est de choisir de vivre avec intention, pas de laisser la journée passer sans plus. Celui qui cultive des souvenirs précieux ne sent pas que le temps lui échappe sans laisser de traces, car chaque expérience devient une pièce qui donne du sens à son histoire. Ces souvenirs ne nourrissent pas seulement la mémoire, ils renforcent également le présent, car savoir que vous avez vécu de manière consciente vous donne la paix et la motivation pour continuer à créer des moments qui comptent.